Nous accueillons à notre table Dominique Potier et Michel Barnier et Corinne Lepage, voilà, qui nous arrivent juste à temps. Bienvenue. Bienvenue à tous les trois. Alors, c'est une soirée qui se déroulera de la façon suivante. Il y a trois questions que nous voulions poser à ces trois personnalités politiques que nous avons invitées pour une raison particulière, c'est parce que nous croyons qu'elles incarnent chacune à leur façon une forme de sincérité dans leur engagement politique. Or, dans les enquêtes, les reportages qu'on a pu faire sur le terrain, ce qu'exprime le vote pour l'extrême droite, c'est une forme de défiance très forte pour la politique. Et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu interroger ces trois personnalités que je remercie encore une fois d'être là, pour nous parler un peu en vérité sur la façon dont ce phénomène les questionnait, les interpellait. Alors, trois questions. Ensuite, ce sont vos questions qu'on prendra. J'ai des collègues qui passeront dans les rangs pour vous passer des petits papiers blancs sur lesquels vous pourrez noter vos questions. Et puis, on terminera avec une petite surprise à votre attention. Alors, dernière précision, c'est que la soirée est enregistrée, elle est filmée, qu'elle devrait faire l'objet d'une retranscription dans la revue Projet. Voilà, et probablement aussi d'un post de la vidéo sur le site revueprojet.com. Alors voilà, première question. Quand vous voyez les uns et les autres progresser l'extrême droite aussi fortement, à la fois dans les urnes mais aussi dans les esprits, et au-delà, une part toujours plus grande de la population qui semble ne plus croire finalement à la politique au point de déserter les urnes, en quoi cela vous interpelle, vous, dans le moteur de votre engagement politique? Qu'est-ce que vous entendez dans ces phénomènes? Quels sont les messages qui vous sont envoyés, que vous entendez? Et est-ce qu'il y a quelque chose de légitime, à votre sens, dans ce qui est ainsi exprimé? Ça, c'est la question. Alors, pour la poser de façon plus précise, et parce qu'on est le 21 juin, fête de la musique, je propose que on donne la parole quelque part à ces électeurs du Front National en chanson, avec la chanson d'un certain Gilles Roucaute, que j'ai découvert récemment dans un festival de chansons françaises à Aubervilliers, et qui dit mieux que de nombreux discours les motivations de l'électeur du Front National. J'ai voté Front National pour la première fois de ma vie. Je l'ai lu dans le journal, on est envahi, on est envahi, on est envahi, on est envahi. Ils me disent tous que c'est mal, que j'ai fauté, j'ai failli. Mais je les emmerde, j'avais le choix et j'ai choisi. J'ai voté Front National, ben quoi, c'est pas interdit. Les affaires, l'argent sale, c'est que des pourris, que des pourris, que des pourris, que des pourris. Les soirées électorales et leurs sales yeux déconfits. J'ai pris mon pied, oui j'avoue que j'ai bien ri. J'ai voté Front National, c'est quoi leur démocratie? Le pas pire ou le moins mal, c'est tout ce qu'on choisit, tout ce qu'on choisit, tout ce qu'on choisit, tout ce qu'on choisit. Je voulais juste foutre la pagaille et leur montrer que nous les petits, si on cogne on peut faire mal à ces pourris. J'ai voté Front National, pas pour le drapeau, la patrie. Je suis pas fan du maréchal et je suis pas nazi, je suis pas nazi, je suis pas nazi, je suis pas nazi. Mais ça peut pas faire de mal, un vrai chef à ce pays. Je suis pas raciste mais bien fait pour tu sais qui. J'ai voté Front National contre les racailles et les bandits. Qu'ils s'en aillent, ciao, bye bye, loin dans leur pays, dans leur pays, dans leur pays, dans leur pays. Puis ça mettra au travail les chômeurs français, moi je dis, au boulot les assistés et leurs amis.
voté Front National pour la dernière fois de ma vie. Le système électoral, paraît que c'est fini, paraît que c'est fini, paraît que c'est fini, paraît que c'est fini. J'ai voté Front National, j'aurais peut-être pas dû, tant pis. Je voulais mettre feu à une paille et c'est l'incendie. Je voulais mettre feu à une paille et c'est l'incendie. Voilà, Gilles Rocco, je voulais mettre le feu à une paille et c'est l'incendie. Je propose à Corinne Lepage, en tout bien tout honneur, de commencer. Qu'est-ce qui vous semble légitime dans ce qui est exprimé dans ce cri de colère du vote Front National ? Bonsoir et pardonnez mes quelques minutes de retard. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que nous avons en France cette traduction-là, mais que le fondement, me semble-t-il, de la montée du Front National, on le retrouve dans énormément de pays actuellement. Ce n'est pas seulement un phénomène français. Il se compose à la fois d'une remise en cause des élites, qui, entre guillemets, ont failli, fermez les guillemets, d'une très grande difficulté d'adaptation à un monde qui a changé extrêmement vite et brutalement, d'un accroissement des inégalités considérable, avec effectivement beaucoup de gens qui ont le sentiment du décrochage. Alors là-dedans, qu'est-ce qui est légitime et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Quand j'entends toutes ces critiques en fait des électeurs du Front National et du Front National lui-même, même si je ne suis pas sûre qu'on puisse totalement assimiler les deux, j'entends d'abord une remise en cause que j'accepte. Je veux dire par là que même si à titre personnel et pour ma part j'ai le sentiment d'avoir tiré beaucoup de sonnettes depuis beaucoup d'années, collectivement nous n'avons pas un système satisfaisant. Le tous pourri n'est pas acceptable, mais l'impunité des élus ne l'est pas davantage. Et on a un système qui, sur ce point-là, prête incontestablement à la critique. Nous ne sommes pas sains avec le fait que rémunérer convenablement les élus, c'est tout à fait nécessaire. Et donc, on passe par toute une série, on ferme les yeux sur toute une série de choses qui sont simplement destinées à ce qu'il y ait des rémunérations un peu plus importantes que celles qui sont initialement prévues. Et c'est pas bien. Et puis, je crois qu'il y a un changement du monde si rapide qu'il y a un manque de parler vrai dans les conséquences de tout ce que nous vivons. C'est-à-dire à force de raconter des bobards sur le fait que demain ça va aller bien, qu'on va raser gratis, que ça va s'arranger, on ne traite pas, même pas, je dirais, on ne met même pas sur la table la réalité des sujets dans leur ampleur. Je prendrai juste un exemple, je ne veux pas être trop longue, sur la question du chômage, et le chômage de masse que nous avons chez nous. Il est lié à toute une série de sujets, mais il est tout à fait clair que la robotisation, que l'informatisation des tâches ne peut que faire disparaître toute une série d'emplois. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un aspect créateur et qu'il n'y en a pas d'autres emplois qui se créent. Mais ce n'est pas les mêmes et ça n'intéresse pas nécessairement les mêmes personnes parce que la formation n'est pas la même et que nous n'avons pas, même si on en parle beaucoup, su mettre en place réellement une formation tout au long de la vie. Or, c'est plus de la moitié des emplois qui existent aujourd'hui n'existeront plus dans 15 ans. Voilà, et donc tout ça, c'est des sujets absolument énormes qui parfois sont très gênants. Je ne parle pas de la démographie, je ne parle pas de l'immigration. En fait, tout ça, c'est des sujets qui nous dérangent. Et au lieu d'essayer d'être honnête, de poser les questions, d'essayer d'avoir des mécanismes de participation du public qui en soient réellement, on met la poussière sous le tapis. Et à force de mettre la poussière sous le tapis, on ne peut même plus bouger le tapis et on se retrouve dans les situations dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Voilà, donc j'entends tout ça dans tout ce qui apparaît avec une
une remise en cause des partis politiques traditionnels qui est violente. On l'a vu encore en Italie ce week-end, à Rome, où une jeune femme qui était quasiment inconnue est devenue maire de Rome avec 67% des voix. Ce n'est pas 50,3, hein, c'est 67% des voix. C'est énorme. Et je ne parle pas de l'Autriche, où le parti de droite comme le parti de gauche sont retrouvés avec 10% des voix ou 12% des voix. Voilà, donc on est dans une grande phase de bouleversement et je pense que chacun doit en prendre sa part, en termes de responsabilité, je vous l'ai dit. Merci beaucoup. J'ai manqué à tous mes devoirs en ne présentant même pas nos invités. Bon, ils sont quand même largement connus de vous, mais Corinne Lepage, évidemment, est avocate, une grande pourfendeuse sur les questions environnementales, a été ministre de l'Environnement, toujours à la tête du mouvement CAP 21, et à l'initiative avec d'autres de la primaire des Français, dont elle nous dira peut-être un mot tout à l'heure. Dominique Potier est agriculteur, député socialiste. Aujourd'hui, il préside un cercle de réflexion qui s'inscrit dans la mouvance du personnalisme chrétien qui s'appelle Esprit civique. Voilà. Et puis Michel Barnier, qu'on ne présente plus non plus, ancien ministre de l'Agriculture, ancien commissaire européen au marché intérieur et qui assure aujourd'hui des fonctions de conseiller de Jean-Claude Juncker sur les questions de défense et de sécurité. Alors, Jean-Claude Juncker, Michel Barnier, excusez-moi, c'est l'émotion. Avec lui, on ne se ressent pas complètement. Michel Barnier, vous qui êtes investi dans le monde politique depuis quelques années maintenant, vous avez donné votre vie quelque part aux affaires publiques, et puis vous voyez une abstention qui ne cesse de monter, une extrême droite aujourd'hui proche des 30%. Est-ce que vous sentez une remise en cause personnelle dans les choix que vous avez faits ? Les hommes ou les femmes politiques, d'abord, bonsoir à chacune et chacun d'entre vous et merci à vous de cette invitation pour un débat avec deux personnes que je respecte, Dominique Potier, naturellement, Corinne Lepage. Et puis je serais content qu'on puisse dialoguer aussi plus librement avec chacune et chacun d'entre vous. Moi, je pense qu'un homme politique ou une femme politique doit toujours avoir des doutes et se sentir interpellé, donc... jamais d'arrogance et toujours de l'inquiétude ou de l'attention. Donc oui, évidemment, ce qui se passe, mais qui n'est pas vraiment nouveau. Je veux dire, si vous remontez à 2002, on a vu Le Pen au deuxième tour des élections présidentielles. Même Le Pen, d'ailleurs, je me souviens, quand j'étais jeune élu en Savoie, puis après j'ai toujours été élu, mais un peu moins jeune, il y avait des affiches de Le Pen qui étaient très intéressantes, qui disaient, avec sa tête, vous savez, c'est reconnaissable, « Vos idées sont les miennes ». C'est une phrase qui m'a beaucoup frappé. C'est juste pour... c'est pas tout à fait ma conception de la politique, je veux dire, que de suivre toujours. Je pense qu'un homme politique doit être capable de relever la ligne d'horizon, de proposer un projet, de mobiliser les gens... et quelquefois d'entraîner au-delà des premières réactions des gens. Donc, juste en préparant ce dialogue, j'ai essayé de remettre quelques idées sur le papier et d'abord de rappeler, pour faire le diagnostic, l'importance du vote. En cela, d'ailleurs, je pense que vous avez tort de mettre dans un même paquet les gens qui ne votent plus et puis les gens qui votent pour le Front National, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose, hein. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'on constate depuis maintenant le début des années 80 une progression régulière de l'abstention. Et ça, pour moi, c'est le premier signe, avec le cumul, Corinne la connaît bien, aux élections européennes, où plus de 60% des citoyens d'une élection nationale européenne ne vont pas voter, 60%. Pour moi, ça, c'est le premier signe du délitement de la nation et le principal danger pour la démocratie. Puisque, d'un point de vue historique, le droit de vote, ça signifie l'appartenance et l'adhésion à une communauté nationale.
Et du point de vue historique, c'est ce droit de vote qui distingue le citoyen de l'étranger. D'un point de vue plus philosophique, le droit de vote, c'est ce qui distingue le citoyen du sujet, au sens où on l'entendait autrefois, ou du spectateur, de la personne humaine qui subissait un système non démocratique. Par le droit de vote, l'homme, la femme, consent à l'exercice de l'autorité de l'État ou des élus et donne un mandat. Hein. Donc, je trouve extrêmement grave qu'un nombre croissant de citoyens n'aient plus envie, ne sentent plus le besoin ou l'utilité ou la valeur ajoutée d'user du droit de vote. Voilà, je trouve ça extrêmement grave. Et c'est la première... dans un pays, en plus, qui est encore trop centralisé, et où, du coup, puisqu'il s'agit de donner un mandat à ceux qui dirigent l'État, la colonne vertébrale de notre République, de la France, devient fragile. Et on voit bien que quand cette colonne vertébrale est fragile, comme c'est un peu le sentiment aujourd'hui, tout le pays est fragile. Voilà, donc ça c'est une première remarque que je voulais faire. La deuxième remarque, juste, puisqu'on fait un diagnostic, rappeler que 7% des Français sont privés actuellement de leurs droits politiques parce qu'ils ne sont pas inscrits sur des listes électorales. Voilà. Ils sont donc privés de leur droit de s'exprimer, et c'est quand même 3 millions de Français. Hein. Donc je veux rappeler cela parce qu'il y a probablement, dans l'effort qu'on doit faire pour regagner la confiance et regagner l'appropriation par les citoyens de la République et de la démocratie, à faire en sorte que tous ces gens puissent voter. Et puis le troisième point de mes remarques initiales concerne la géographie électorale. Hein. J'ai eu l'occasion, comme sans doute plusieurs d'entre vous, de lire ou d'étudier les études d'Hervé Lebras. Et récemment, il faisait des cartes en regardant comment elles se superposaient s'agissant du vote du Front National, qui, je le répète une deuxième fois, n'est pas la même chose que l'abstention, puisque les électeurs du Front National ils ne s'abstiennent pas, ils vont voter pour un parti d'extrême droite, et donc pour une solution politique. Hein. Et ils donnent le pouvoir à des conseils dans des conseils régionaux, dans des mairies, à des élus qui vont appliquer ce programme. Ce n'est pas la même chose que le fait de ne pas aller voter. Hein. Mais quand on regarde les cartes, il y a 5 manifestations des inégalités qui recoupent le vote du Front National. La carte du chômage des jeunes, la carte des jeunes sans diplôme, la carte des familles monoparentales, la carte des revenus les plus faibles, la carte des écarts de revenus les plus importants. Ça, c'est les 5 cartes que Hervé Lebras identifie, et quand il les superpose, on retrouve à peu près précisément le vote du Front National. J'ajouterais d'ailleurs, puisque je suis un élu d'un territoire lointain de Paris, j'ai été élu pendant une vingtaine d'années en Savoie, qu'on pourrait ajouter à ces cartes, mais ça les recoupe, la carte de l'éloignement des transports publics et de la désertification médicale aussi, hein, du service de la santé. Et donc, qu'est-ce que je tire comme conclusion de cette analyse des cartes d'Hervé Lebras, c'est que, au-delà de la défiance, de la déception, et donc de la défiance à l'égard des élus, qui n'ont pas tenu leurs engagements, qui ont tout promis, qui n'ont pas respecté, qui se sont quelquefois mal comportés, même s'il ne faut pas généraliser le tous pourri qu'évoquait ce chanteur, au-delà de ce phénomène de la défiance, il y a la souffrance sociale, il y a le chômage. Et donc moi je retire comme première conclusion que pour lutter contre ce vote, avec tous les dangers qu'il représente, toutes les démagogies qu'il porte, il faut faire reculer le chômage, il faut réduire la souffrance sociale. Donc voilà, ça c'est le grand enjeu des temps qui viennent. L'urgence, elle est là, de faire redémarrer ce pays, de faire redémarrer l'économie de ce pays, que les gens qui peuvent investir le fassent, plutôt que d'être bloqués ou pénalisés par le matraquage fiscal ou le matraquage administratif qui ne date pas de 2012, hein, je le dis en passant. Il n'y a pas de fatalité. Hein.
vous me demandiez, on pourra peut-être parler de l'idée qu'on a de la politique et de ce que ça représente la politique. Moi, je me suis engagé quand j'avais 14 ans pour le général de Gaulle, et ça me reste ma principale fierté. J'ai été élu à 22 ans. Je peux dire ce que c'est pour moi la politique, je le dirai peut-être tout à l'heure, mais j'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas de fatalité, sauf s'il y a du fatalisme. Et on n'a pas le droit, quand on est engagé, d'être fataliste. Hein. Il y a des solutions, y compris pour toutes les régions. Internet offre des solutions à condition d'avoir des réseaux. La formation que Corinne Lepage évoquait doit être adaptée au temps d'aujourd'hui et non pas au temps d'hier. Il y a de nouvelles entreprises, je termine par ça. Je m'y suis beaucoup intéressé comme commissaire européen et je voudrais bien qu'on s'y intéresse, qui sont des entreprises sociales et solidaires, qui sont des entreprises profitables. On doit les soutenir, puisqu'en Europe, une entreprise sur 4 qui se crée, nouvelle, appartient à ce secteur de l'entreprise sociale. Et ça, c'est une forme de réponse dans des secteurs qui peuvent être en difficulté, au-delà de tous les équipements. Voilà, donc je voulais juste dire ça, mais pour moi, l'urgence maintenant, elle est de réduire la souffrance sociale et de faire redémarrer l'économie du pays. Hein. Merci beaucoup. Simplement sur le distinguo que vous avez bien fait de repérer entre l'abstention et le vote d'extrême droite, peut-être il y a une donnée qui est quand même assez frappante, c'est que la majorité des électeurs de Jean-Marie Le Pen ne souhaitaient pas qu'il devienne président de la République. 60% à peu près. Ça a un tout petit peu baissé avec Marine Le Pen, mais ça dit quand même quelque chose d'un vote qui veut exprimer quelque chose qui n'est pas forcément une adhésion à une offre politique de façon intégrale. Dominique Potier ? Merci. Bonsoir à tous. Et moi aussi, j'ai beaucoup d'estime pour Corinne et Michel Barnier. Voilà, donc c'est une sorte de... voilà, donc ça, c'est dit, parce qu'il faut rendre la politesse, elle n'est pas feinte. On a des personnes comme ça qui, dans des familles politiques proches ou plus lointaines, nous inspirent en tout cas le respect, l'estime. C'est le cas et j'étais très heureux à l'idée de pouvoir partager, plus que débattre d'ailleurs, avec vous ce soir sur cette question où nous arrivons tous avec beaucoup d'humilité. Vous avez dit des choses extrêmement, je vais mettre en complément, parce que vous avez dit des choses que je partage totalement, notamment la vision occidentale. Je ne sais pas, jamais c'est mieux en Orient, il y a des crises puissantes, mais en tout cas, cette vision occidentale de l'Autriche, on pourrait dire, à la Californie, avec le phénomène Trump, et puis on pourrait dire d'une Angleterre qui s'apprête peut-être à faire le Brexit jusqu'à Rome. On a un Occident, plus qu'une Europe, qui aujourd'hui est travaillée par ces pulsions de désespoir, et ça doit, à la fois, ça nous terrifie, et puis ça relativise les analyses franco-françaises que nous avons tendance à faire sur ce phénomène. Alors ça ne doit pas du tout nous disculper, ça ne doit pas nous distraire de l'exigence qui est la nôtre, mais il faut, pour mieux comprendre ce phénomène, le replacer dans un contexte international, en tout cas celui de l'Occident que j'ai décrit, les États-Unis et l'Europe. Cette panne d'espérance est certainement au-delà des frontières hexagonales. Alors ce rejet du politique, tel que je le ressens, et violemment, parce que je suis dans une circonscription, une région où les taux ne sont pas ceux des Alpes ni de Paris. Corinne, ils sont... Dans ma circonscription, c'est 41% au dernier régional, le vote Front National. Donc on est dans des circos records où l'ancrage populaire très fort du Front National, progressivement, lentement, s'est inscrit de façon dure. On est avec les Hauts-de-France et dans le Grand Est, et avec une partie bien sûr des Méditerranées, mais vous connaissez les cartes par cœur, dans les territoires records. Moi, à chaque fois, la question de Jean, est-ce qu'on est bouleversé? On en est malade, parce qu'on est d'abord habité par le doute de façon naturelle. Hein. Il nous faut plus que ça pour nous faire douter. Il nous faut moins que ça pour nous faire douter. Mais évidemment, ces soirs d'élection, c'est l'impression de Sisyphe, quoi. Hein. On a travaillé à remonter, puis on a l'impression de redescendre à chaque fois. Et donc, on a plus qu'un doute, c'est qu'on est presque physiquement malade. Moi, je crois que j'y vois à chaque fois 3 signes qui sont en complément de ce qui a été dit, encore une fois, que je partage. Je pense que souvent, c'est l'expression d'un amour blessé. Et cet amour blessé, c'est ce qu'il y a de plus violent. Enfin, si vous avez fait, je ne vous souhaite pas, mais l'expérience, un amour blessé, c'est quelque chose d'extrêmement... c'est terrible. Et c'est ce que ressentent beaucoup d'électeurs par rapport aux promesses d'une République qui ne les tient pas, par rapport à un discours qui, pendant une campagne locale ou nationale, a promis un avenir meilleur, a ouvert un horizon. Et cet horizon
ne s'étant pas ouvert, il y a cette rancœur très puissante. C'est la première chose que je ressens. La deuxième, c'est l'absence d'un cadre pertinent. Nous votons dans un cadre national, globalement, parfois en Europe, avec distraction, Michel l'a rappelé, mais nous savons que, et beaucoup d'électeurs, moi j'ai réalisé en 2015 une tournée de toutes les communes de la circonscription, j'en ai 181, donc on a passé une partie de l'été, de l'automne, à retourner dans chacune de ces communes qu'on avait sillonnées pendant la campagne de 2012, pour écouter le désenchantement de la politique, et en même temps, une soif de politique extraordinaire. Il y avait du monde dans chacun des petits villages, des villages de 50 habitants, de 10 habitants ou des villes. Il y avait du monde partout dans ce rendez-vous que tenait le député. Et on sentait un appétit de la politique et en même temps cette peine qui est exprimée. Et souvent on entendait cette chose qui m'a profondément marqué. Finalement, tout se passe ailleurs. Pour faire court, vous êtes des guignols, des marionnettes, etc. Le Parlement notamment, c'est un théâtre d'ombre. Tout se passe ailleurs. Alors c'est... Dans le moindre, où c'est le moindre mal, c'est que ça se passe à Strasbourg ou Bruxelles, Michel, mais ça se passe surtout dans des lieux occultes, sombres, où la finance, où des complots, etc., manipulent le monde, etc. En tout cas, le politique est devenu un théâtre de marionnettes. Les choses se jouent ailleurs. Et se jouent à l'échelle du monde, dans une mondialisation qui elle-même ne connaît pas le droit et n'est pas régulée dans des processus démocratiques. Donc ça, c'est quelque chose qui est très puissant. Et la démonstration que c'est faux n'est pas facile à faire parce qu'il y a une grande part de vérité dans ce qui est exprimé à ce moment-là. Le troisième point, c'est la question du déshonneur. Je ne suis pas sûr qu'il y ait plus d'élus qui soient mal comportés qu'avant. Je ne suis même pas sûr. Je pense plutôt qu'on va globalement vers une amélioration de l'éthique, de la transparence et de la probité en politique. Beaucoup de lois y ont contribué. Peut-être la conscience universelle, la transparence vue par l'immédiateté, les médias, etc., l'exigence des citoyens. Mais il reste que les quelques éléments de déshonneur, inutile de les citer ici, font des ravages considérables dans l'opinion. Et plus globalement, l'indécence des puissants, qu'ils soient privés ou publics, justifie ou amplifie l'indolence civique. Moi, je crois profondément à ça. Chaque fois qu'il y a une indécence des puissants, cela provoque, comme en symétrie, une indolence assumée, une indolence civique qui va se traduire ici par l'abstention, ailleurs par un vote, et je voulais y venir, un vote révolutionnaire. Moi, sur le plan qualitatif, je n'ôte rien de l'analyse des cartes d'Hervé Lebras, que j'ai eu l'occasion de découvrir exactement. La démonstration est très forte, elle est impressionnante, elle nous appelle à un renouveau national très fort en termes d'équité, en termes de nouvelles prospérités, etc. Mais ce qui me frappe, c'est le caractère de vote révolutionnaire. Ce qui m'a frappé, mais tout le monde se l'est raconté, c'est ces gamins dans les villages où je vis. Moi, parce que je vis dans un petit village avec beaucoup de RSA, beaucoup de pauvreté, etc. C'est ces gamins que vous croisez, que vous connaissez par ailleurs, qui ne sont pas des fachos ou des racistes, mais qui vont prendre le bulletin Front National et qui le montrent dans la mairie en affichant un vote révolutionnaire, tout comme quand j'avais 20 ans, j'aurais pu voter... je ne sais pas quoi d'ailleurs, voter très à gauche ou un truc comme ça. C'est dans la même manière, une manière d'exprimer un vote révolutionnaire. Et ça, c'est quelque chose de frappant, c'est que pour toute une partie d'une population qui n'accède pas au code culturel des élites, de la modernité, de l'établissement, tel qu'il se leur présente, le vote Front National est le vote qui permet de dire... de tout envoyer et d'exprimer sa fierté. Alors, on a souvent... Et la rupture, elle est là, finalement, depuis 2002, parce que c'est vrai que Jean-Marie Le Pen a été devant, Lionel Jospin n'a pas été au second tour, mais il y avait une sorte encore de qui sont ces électeurs, cette honte, personne n'en parle et pourtant ils votent, etc. La nouveauté, c'est le fait d'assumer ce vote et d'en faire un étendard. Donc il y a une sorte de transgression qui est nouvelle et qui est un phénomène nouveau qui, moi, me touche tout particulièrement. La deuxième chose que j'entends sur le plan qualitatif, c'est on a tout essayé, comme on parlerait, vous le savez, d'une variété de chips ou de machines à laver ou d'automobiles, etc. On a tout essayé, alors pourquoi pas, etc. Et c'est alors autant le renvoi de la droite et de la gauche sur leur incompétence, insouciance, etc. On peut en discuter indéfiniment. Ce qui me choque, c'est on a tout essayé comme si la politique était devenue un objet de consommation. Et je me dis que ce phénomène du Front National, nous ne pouvons pas l'analyser sans analyser profondément ce qui est devenu
la modernité, notre culture du civisme, notre histoire nationale, notre mémoire, sans faire un retour sur ce que notre société a fabriqué de déchirement, de fracture, au-delà même du phénomène politique, puisque la politique y est considérée comme un objet de consommation parmi d'autres, et ça renvoie à la question des traditions, du spirituel, de l'ancrage social, de la transmission et du lien social très largement. Alors le phénomène est nouveau, on a tous conscience, grâce à Corinne Lepage et tant d'autres, de l'extrême fragilité pour les décennies à venir de notre écosystème planétaire. On a une deuxième fragilité dont nous sommes responsables. Si on reprend Ricoeur, être responsable, c'est être responsable du fragile. La deuxième fragilité, c'est désormais la République. Et on le dit non sans gravité. Moi, ces votes du Front National à répétition, ancrés si durablement, si profondément, m'invitent plutôt à une conversion. Et c'est pour ça qu'en partie, Esprit civique existe. C'est nous mettre à plusieurs dans une sensibilité proche, en recherche de ce que pourrait être une conversion personnelle et collective dans l'exercice de la responsabilité politique. Voilà. Et c'est peut-être la deuxième partie que nous allons évoquer maintenant. Merci beaucoup, Dominique Potier. Je rebondis sur ce qui vient d'être dit, parce que c'était précisément l'objet de la deuxième question, c'est que quand on entend ce que disent les gens qui justifient ce vote révolutionnaire, pour reprendre votre expression, c'est qu'il y a plusieurs procès qui sont faits à la classe politique. Non seulement par les électeurs du Front National, mais bien plus largement par les gens qui se demandent s'il est encore utile de voter ou de s'inscrire sur les registres électoraux. J'en relèverai 3 procès qui sont faits à cette classe politique. D'abord, ce sentiment d'impuissance. Ce sentiment d'impuissance, voire d'une soumission du politique à l'économique. Et en fait, soumission du politique à l'économique, c'est un mot du pape François dans l'encyclique Laudato Si, donc c'est un risque ou un écueil qui est pointé quand même très largement. Quand le seul horizon qui a l'air d'être présenté aux électeurs, c'est de rendre notre pays, nos territoires attractifs pour les investisseurs étrangers, d'adapter notre droit du travail, d'adapter nos législations sociales, nos régimes fiscaux. Ce sentiment d'impuissance génère ce vote révolutionnaire. Le deuxième procès, c'est le sentiment d'un fossé assez profond entre le personnel politique, qui fait de la politique son métier, et puis une part croissante de la population qui se sent oubliée, abandonnée. Je pense que les cartes d'Hervé Lebras le disent bien aussi, avec la désertification, un sentiment d'abandon très fort. Pour une part, ils voient le monde s'accélérer sans eux, ils ont l'impression de toujours subir, et c'est vrai quand on regarde l'image de la représentation nationale, alors on a un représentant du monde agricole à cette table, mais combien d'autres agriculteurs, combien d'ouvriers, combien d'employés au gouvernement aussi. Voilà, c'est cette idée qu'il y a 2 sortes de Français, quoi. Et puis, le troisième procès qui est fait, c'est le sentiment d'avoir des institutions grippées. Alors, c'est pas un désinvestissement du politique, parce que le politique fait encore recette. Les derniers sondages du journal La Croix montrent qu'il y a une appétence très forte des Français pour la politique. Mais voilà, on a l'impression que ces institutions-là ne sont plus les bonnes, que même des citoyens qui se mobilisent, qui arrivent à ce que des députés interpellent le gouvernement, eh bien, le gouvernement est sourd à sa propre majorité, que les députés de la majorité doivent demander la permission avant de déposer un amendement. Enfin, tout ça génère quand même une défiance très forte. Alors, ma question par rapport à ça a quelque chose peut-être d'assez naïf, mais est-ce qu'on peut faire aujourd'hui de la politique autrement? Et pour être plus précis, est-ce qu'il n'y a pas des profondes réformes institutionnelles qui sont nécessaires pour que finalement tous les citoyens aient ce sentiment à l'origine du mot même de citoyenneté, qui est un sentiment d'appartenance à une communauté politique commune et un sentiment d'adhésion, d'être reconnu comme partie prenante de cette communauté politique? Je ne sais pas qui veut commencer sur cette question. Peut-être Corinne Lepage. Prudence, attends, voilà. Alors c'est un sujet, moi, autour duquel je tourne depuis quelques décennies. Donc si j'avais la réponse à vous sortir de mon chapeau, ce serait bien. C'est plus compliqué que ça.
Bon, d'abord sur la question de l'impuissance, je crois quand même que toutes les analyses aujourd'hui qu'on a sur le concept de post-démocratie sont assez justes. C'est-à-dire, effectivement, c'est pas du tout des thèses complotistes, qu'il faut laisser là où elles sont. C'est une analyse, effectivement, des réels pouvoirs, notamment économiques, et de la manière dont ces pouvoirs agissent pour modifier les règles du jeu ou créer leurs propres règles du jeu. Bon, tout le débat qu'on a aujourd'hui, par exemple, autour de la fiscalité, s'apparente effectivement à cet aspect des choses. Les débats qu'on peut avoir dans des domaines qui me sont chers, comme les questions liées à la santé et à l'environnement, c'est pareil, sur les perturbateurs endocriniens, par exemple. Alors, est-ce qu'on peut faire autrement ? Je dirais que il me semble, et je suis très prudente dans ce que je vais dire, qu'on est en face de deux besoins totalement contradictoires. On est un peu schizophrène en réalité. D'une part, il y a un besoin d'ordre parce que l'époque, je dirais, de risque extrême dans laquelle nous vivons impose d'avoir un État, je ne parle pas seulement pour la France, de manière générale, ou tout au moins des activités régaliennes de l'État qui sont bien cadrées, efficaces, et qui effectivement renvoient à des modèles qui ne sont pas du tout ceux vers lesquels on avait le sentiment de se diriger. Et puis d'un autre côté, il y a effectivement une demande de plus en plus importante de la société de partager la décision, d'être en système de codécision, de démocratie participative, parce qu'effectivement, l'information est aujourd'hui beaucoup plus partagée qu'elle ne l'était par le passé, du fait des nouvelles technologies de l'information et de la communication, que vous avez dans la société civile, et notamment je pense à toute la population des jeunes retraités, des experts tout à fait remarquables, qui sont tout à fait en capacité d'aller, j'allais dire, guerroyer avec les porteurs de projets, qu'ils soient ceux de l'État ou ceux des très grands groupes, qu'il y a des modèles étrangers, je pense en particulier au modèle du nord de l'Europe, sur les conférences de consensus ou autres, qui sont maintenant extrêmement bien connus et qui donnent envie aux gens de faire la même chose. Et donc là, on est dans un modèle, au contraire, extrêmement décentralisé, qui est le modèle en réseau de la société Internet de ce début du XXIe siècle. Donc je pense qu'il y a déjà ce choc-là qui n'est pas facile à gérer, parce qu'il n'appelle pas du tout les mêmes réponses. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, effectivement, il y a ce problème de rapport gouvernant-gouverné. Je rappelle que chez nous, on a été, nous les citoyens, on a été des administrés pendant très longtemps, par rapport à une administration, des gouvernés par rapport à des gouvernants. Je veux dire par là, il y a une tradition jacobine liée à notre histoire, liée au fait qu'en France, l'État précédait la nation, enfin toute une série d'éléments qui sont parfaitement bien connus, qui font que nous sommes dans une société de défiance entre l'État et la société. Et ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, la société rend à l'État très largement la défiance originelle, voire plus. Et donc, on est en défiance des deux côtés. Donc, c'est extrêmement difficile pour aller vers l'adaptation de nouveaux modes de faire et de décider ensemble. Je dirais, sans entrer dans les détails parce que ce n'est pas le lieu, mais que le kyste de Notre-Dame-des-Landes est tout à fait caractéristique des situations de blocage auxquelles on peut arriver. Alors oui, je suis persuadée qu'on peut faire autrement, mais ça implique des efforts de tout le monde. C'est-à-dire que ça implique effectivement des efforts des décideurs pour admettre qu'ils n'ont pas forcément la vérité révélée, mais des efforts aussi des citoyens pour comprendre qu'à un moment donné du temps, il faut bien décider parce que sinon on ne fait rien, et il faut trouver un juste milieu. Et puis je dirais derrière tout cela, et en fait ce qui est interpellé profondément, c'est l'idée de démocratie représentative. C'est l'idée de représentation. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on demande aujourd'hui à un représentant ?
jusqu'où peut-il aller? Je renvoie à cet égard au livre quand même très intéressant sur le sujet de Pierre Ranzan-Vallon, sur toute cette réflexion autour du thème. La démocratie, c'est pas seulement de choisir ses représentants, c'est de gérer ensuite les rapports entre les représentants et les représentés. Merci beaucoup. Je rappelle simplement que si vous souhaitez poser des questions à destination des intervenants, j'ai des collègues qui passeront avec des petits papiers, donc n'hésitez pas à solliciter pour mettre par écrit les questions, interpellations, réactions que vous auriez. Dominique Potier. Oui, je suis ému aujourd'hui du décès d'Edgar Pisani. Je pense que Michel aussi, Corinne, enfin tous ceux qui ont pu côtoyer, j'ai eu la chance de le rencontrer, le grand Edgar Pisani. C'est le message que j'ai envoyé sur le site, dans les réseaux sociaux, c'est homme d'État et visionnaire. Les deux à la fois. Est-ce qu'on peut être plus que des gestionnaires quand on est un homme d'État? Pisani incarnait ça. Et je me souviens dans une émission de télévision, et il était revenu là-dessus quand on avait eu une conversation il y a quelques années, avant qu'il y ait des problèmes de santé importants. Le général de Gaulle, quand il l'avait appelé à l'agriculture, mais aussi à l'équipement, je crois qu'il a fait différentes fonctions, il lui a dit « Vous ne serez pas ministre des agriculteurs, mais ministre de l'agriculture de France ». C'était une vision du service de l'État qui supposait une vision à long terme, la modernisation de l'agriculture. Et le même homme a été capable de repenser une critique de la modernisation de l'agriculture et un autre modèle agroécologique, de souveraineté, etc. Donc dans une même vie, il a pu avoir deux visions, mais il les a portées à chaque fois avec une force, une éthique et une vision de l'intérêt général qui imposait le respect, y compris à ses adversaires, et y compris au corps intermédiaire, qui en l'occurrence, Michel en a eu l'expérience, tous les ministres de l'agriculture en ont fait l'expérience, ne sont pas faciles, les corporatismes, les blocages, les conservatismes, etc. Donc Edgar Pisani comme figure de l'homme d'État et d'une vision de la politique, une certaine nostalgie. Une nostalgie qui appelle certainement à regarder le monde politique aujourd'hui et à se dire qui donne vraiment envie aujourd'hui, à la veille des présidentielles, qui incarne cette double autorité qui est celle qu'évoquait Corinne, celle de l'autorité de l'État, qui est aujourd'hui, dont on voit à quel point elle est importante, la solidité des institutions, la parole tenue, mais aussi une terre promise, une espérance. Parce que je le dis avec force, on pourra faire tous les cartographies des souffrances sociales et même des mobilités, j'entends parler des déserts médicaux et tout, mais la France n'a jamais été aussi bien équipée globalement. Et notre niveau de vie n'a jamais été aussi élevé. Et je me souviens Pisani, dans le MRJC de mon enfance, intervenir dans un hangar, abandonnant ses notes, et devant 2000 gamins, imposer un silence totalement religieux et improviser. Ça commençait comme ça. J'avais votre âge, nous étions dans l'après-guerre, fauchés comme les blés, mais heureux comme des princes. La France à reconstruire, une espérance, la fierté de la résistance, etc. etc. C'est-à-dire un élan, une force. Et à ce moment-là, la question n'était pas celle du pouvoir d'achat. La question était peut-être celle des inégalités de revenus, celle de revenir sur ce qui avait causé la décadence de la France, sa perte, ses défaites, etc. Et les pages sombres de l'occupation, etc. Mais il y avait surtout une espérance fabuleuse. Et cette espérance fabuleuse, cette vision partagée, cette hauteur de vue, est très certainement, en même temps que l'autorité de l'État, ce qui manque le plus et ce qu'on retrouve rarement chez les mêmes personnes. Alors moi, je crois profondément que la crise du politique est d'abord une crise du spirituel, une crise du sens. Parce que ce qui devrait être désormais, comme dit Olivier Abel, le gouvernail de notre politique publique, l'éthique, et non pas le fanion en haut du mât ou même une voile, c'est vraiment le gouvernail, ce qui doit guider le vaisseau de l'action publique. Si c'est l'éthique, c'est une éthique qui est fondée. Elle est fondée sur une anthropologie, sur une croyance, sur une vision de l'homme. Et cette vision de l'homme, aujourd'hui, a été non pas congédiée, mais renvoyée au privé. Et je le dis vraiment comme une confidence. Il me semble qu'il y a dans la République aujourd'hui, certes, une droite, une gauche, des libéraux, des machins, etc. Tout ce qu'on veut, d'accord. Mais il y a surtout des personnes qui, depuis des décennies, ont considéré que finalement la politique, c'était cohabiter sans violence dans des destins individuels singuliers. Et d'autres qui pensent que le commun
et le souci partagé de la dignité humaine, de la fraternité, sont une quête collective. Et que la politique est cette pédagogie et ce chemin de cette quête collective. Et qu'il ne s'agit pas de vivre les uns à côté des autres, mais qu'il s'agit bien de vivre les uns avec les autres, avec le souci de la génération qui vient, de ceux qui sont au bout de la rue comme au bout du monde, et que ce sens de la politique comme quête d'une vérité commune, comme sens du commun, sens de la dignité, là je fais appel aux héritages de la doctrine sociale de l'Église, mais qui sont des héritages humanistes qui peuvent être partagés dans bien d'autres sensibilités. Il me semble que c'est d'abord la perte commune de ces héritages dans la sphère publique qui signe son impuissance à transformer la société et à l'amener vers cette terre promise. Je pense que le bourbier dans lequel on est tient essentiellement à ça. La recherche commune d'une vérité a été congédiée. Alors nous savons qu'au nom de la laïcité, cette quête de la vérité trouve une limite, c'est la liberté de chaque personne et le respect de la foi ou de la non-foi des uns et des autres. Mais avoir à ce point renvoyé au privé cette question de l'anthropologie et du commun est une misère profonde. On a eu l'occasion avec Corinne d'échanger sur ce point. Tu avais qualifié Laudato Si d'une sorte de charte éthique de toutes les personnes qui étaient à l'œuvre aujourd'hui. Eh bien, cette charte éthique, elle est venue d'une religion singulière, elle n'est pas venue du débat public en tant que tel. Et ce croisement fertile entre le champ du spirituel et celui du politique est peut-être aujourd'hui ce qui nous manque le plus. Ça fait appel. Moi, j'étais très étonné de croiser samedi soir dans une réunion de quartier, un quartier des plus populaires. Ce n'est même pas des travailleurs pauvres, c'est des gens qui ne bossent plus et depuis une paire de générations. Il y avait comme un petit miracle une jeune fille dans ce quartier qui s'apprête à passer le concours. Elle est sûre qu'elle va l'avoir. Ils en prennent 200 à Bordeaux pour être juge sur 3000 candidats. Mais elle est sûre qu'elle va être prise. Et je me dis, c'est une promesse extraordinaire. La République a tenu sa promesse. Et on parle politique. Je casse la croûte avec eux, le barbecue, repas de quartier. Et cette jeune fille-là, je ne sais pas à quel âge on fait ça, mais vers 22, 23 ans, quoi, 5 années de master, elle me dit droite et gauche, c'est pareil, on a tout essayé, comme les autres. Donc elle était très intelligente, elle va être juge demain. Je pense qu'un jour, elle fera la lecture politique de son parcours. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence qui était la sienne, elle n'avait pas eu l'éveil politique qu'aurait fourni à une autre époque, ici la Jacques, ici la Joc, ici les scouts, ici les Francas, ici, je m'en fous un peu, quoi, hein, un lieu d'éducation populaire, qui était le lieu d'un décryptage, d'un déchiffrement du monde qui venait compléter très utilement l'héritage familial et la transmission du pacte républicain par l'école, et qui est ce tiers-lieu qui permettait de fonder un discernement citoyen et une lecture du monde où on prenait son autonomie à l'âge de l'adolescence et on commençait à devenir un acteur du monde. Moi, je suis passé par là. J'ai eu la chance d'avoir une belle école et une belle famille, mais d'abord, le citoyen, il a été aiguisé par un tiers-lieu. L'absence de ce tiers-lieu où le spirituel et le politique se fécondent est un drame absolu. Mais à vous entendre, on a le sentiment qu'à la question « est-ce qu'il y a des réformes institutionnelles qui sont nécessaires ?», vous faites appel à un manque de formation politique, de quête de sens, d'éthique dans la politique, mais donc pas de réforme institutionnelle. Je ne veux pas être long, donc je m'arrêtais là, mais effectivement, Cynthia Fleury, qu'on recevait à Esprit Civique il y a peu, parle beaucoup dans son dernier bouquin d'une constituante. Moi, je crois qu'au point où on en est, ça ne serait pas utile. Il faudrait une constituante, c'est refonder des institutions, les rénover, et autour d'une réflexion, on prendrait le temps. C'est-à-dire, il ne faudrait pas faire ça dans l'urgence, dans la précipitation, après un attentat ou à la veille d'une crise, etc. Il faudrait le faire comme un chantier qui serait ouvert, qui pourrait être à mi-mandat d'une présidentielle, l'occasion de refonder nos institutions. Je crois que je n'en peux plus comme député, mais d'autres le diraient mieux que moi, enfin aussi bien que moi, c'est assez partagé de ce système de déséquilibre des pouvoirs entre le Parlement et l'exécutif, quoi. Le système présidentiel est particulièrement épuisé, et depuis un moment, quoi. Et je ne rentrerai pas dans les détails, mais je pourrais vous donner 1000 exemples de cet épuisement. Je ne supporte plus d'avoir un commentaire présidentiel sur tout et toutes les décisions qui repassent par la moulinette jusqu'aux amendements, etc. Enfin, on est dans un système qui est dans un état d'épuisement terrible. 9 lois sur 10 sont inspirées par le gouvernement, une seule sur 10 par le Parlement, et dans celles qui viennent du Parlement, très peu voient le jour.
même si elles sont inspirées, j'en porte une, par 4 groupes parlementaires, par 5 ONG qui représentent 90% du bénévolat altruiste en France et par tous les syndicats français et qui ont des soutiens internationaux partout. Ça ne passe pas la rampe. Donc c'est un déni de démocratie permanent. Je ne vous parle pas du poids des lobbies, etc. Il faut par rapport à la pression des puissances financières et par rapport au rééquilibrage des pouvoirs, il y a une profonde réforme à faire dans ce pays pour retrouver une marge d'espérance. Effectivement, il ne s'agit pas que de conversion individuelle ou de fécondité entre le spirituel et le politique, il y a aussi des institutions à réformer. Mais je n'attends pas toutes des institutions comme je n'attends pas tout des conversions individuelles, c'est bien les deux en même temps qui peuvent produire à nouveau un réenchantement de la vie politique. Merci. Michel Barnier, je voudrais vous entendre aussi sur ce registre et notamment sur le niveau européen. On sait que même quand la Commission, qui a bien conscience d'une certaine défiance des citoyens européens vis-à-vis de son action, tente des démarches pour se rapprocher des citoyens en lançant par exemple des consultations, on a parfois l'impression que ces consultations ne sont pas prises en compte. Je prendrai l'exemple de la consultation qui a été faite sur le mécanisme d'arbitrage pour les investisseurs dans le cadre des négociations commerciales transatlantiques qu'on appelle TAFTA. 97% des personnes qui se sont exprimées lors de cette consultation en ligne ont dit ce mécanisme d'arbitrage, on n'en veut pas, on a déjà des institutions judiciaires qui fonctionnent en Europe. Et pourtant, on a le sentiment que la Commission continue à négocier, alors en ayant peut-être un peu fait évoluer son projet, mais sur un projet d'arbitrage. Alors, voilà, est-ce que le niveau, il est, du point de vue de réforme institutionnelle, est-ce qu'il est aussi dans la formation, le gap sociologique qui peut exister entre les citoyens et les gens qui gouvernent ? C'est toujours un peu compliqué, mais il ne faut pas qu'on mélange tout, parce que nous sommes dans une organisation européenne et nous avons décidé volontairement d'assumer ensemble un certain nombre de responsabilités ou de politiques. C'est le cas de la politique commerciale, de la politique de concurrence, de la politique agricole. Et puis il y a d'autres sujets qui sont de la responsabilité nationale, avec toutes les faiblesses, tous les défauts qu'a un pays comme le nôtre, un vieux pays très centralisé, plein de rhumatisme, trop centralisé, et avec des institutions qui méritent en effet, comme l'a dit Dominique, d'être rénovées. Donc je peux dire un mot tout à l'heure. J'avais pensé plutôt évoquer les questions européennes dans la troisième partie de notre débat, donc je vais y revenir. Mais d'abord, je veux partager les mots qu'a eu Dominique Potier sur Edgard Pisani. Quand je suis devenu ministre de l'Agriculture en 2007, ma première décision a été de l'inviter et de donner son nom à une salle de réunion, parce qu'on se réunit beaucoup au ministère de l'Agriculture. Et donc j'ai une salle, Edgard Pisani, il est venu avec... je dis ça parce qu'on est dans notre débat, cette caractéristique d'un homme qui savait gérer, comme c'est le rôle d'un homme politique quand on lui confie un territoire, un budget, et puis qui avait cette vision. Voilà. Alors une fois, je ne veux pas donner de leçons parce que tout ce qui se passe en ce moment nous invite à beaucoup d'humilité, mais moi j'ai des choses qui m'ont marqué assez durablement et même définitivement dans ma vie publique. Et par exemple, l'honneur ou la chance que j'ai eue de consacrer 10 ans de ma vie à un événement assez particulier, je n'étais pas tout seul, qui est l'organisation de Jeux Olympiques. De 81 à 92, j'ai eu passé mon temps avec Jean-Claude Killy et des milliers de volontaires à organiser des Jeux. Qu'est-ce que j'ai constaté ? Pour réussir ces Jeux, qui sont les derniers Jeux olympiques que la France a accueillis sur son territoire. J'espère que Paris va gagner, mais nous sommes là. 2 choses. La première, c'est qu'on a tous des problèmes, parfois des emmerdements, si je puis dire, dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, dans la vie d'un territoire. Il y a des problèmes. Les problèmes, on ne les supprime jamais par un coup de baguette magique. Mais j'ai observé, en organisant les Jeux, en les proposant à ma région, que quand on les mettait en perspective, les problèmes, ils sont moins difficiles à régler. J'ai constaté ça. Donc les gens dans ma région ont eu cette perspective, quand ils levaient les yeux, je dis les choses parce que ça peut s'appliquer à toutes sortes de situations, ils levaient les yeux, ils voyaient quelque chose. La flamme qui rentrait, la flamme olympique qui rentrait 10 ans après, ou 5 ans après, ou 2 ans après.
et avec la magie qu'elle comporte et cette passion qu'elle a suscitée. Donc mettre les problèmes en perspective, donner du sens, et que les gens, ça c'est une première chose que j'ai constatée. La deuxième clé, c'est qu'on n'aurait jamais réussi les Jeux Olympiques si la gauche et la droite dans mon département ne s'étaient pas entendus. Et la première chose que j'ai faite quand j'ai eu cette idée, quand on m'a donné cette idée des Jeux, c'est d'aller voir mon concurrent socialiste que je venais de battre au Conseil général, pour lui dire que s'il ne me soutenait pas, s'il ne marchait pas ensemble, on ne le ferait pas. Et il m'a dit, je vous aiderai. Et il m'a aidé pendant les 10 ans, et il a été avec moi quand on a gagné. Troisième chose que j'ai constatée, c'est que quand on a un projet, du sens, quand il y a une perspective, et ça vaut pour n'importe quel village, pour n'importe quelle communauté, pour n'importe quelle entreprise, ça vaut aussi pour notre nation, et ça devrait valoir pour l'Europe, qu'on a un projet, chacun de ceux qui participent au projet, quelle que soit la place qu'il a, d'où qu'il vienne, si le projet réussit, s'il y a une sorte de morale collective, les gens qui nous ont aidés, les 8000 volontaires des Jeux, j'en rencontre encore aujourd'hui, 23 ans après, ils ont eu le sentiment de réussir individuellement en participant à la réussite collective du projet. Ils ont eu le sentiment de progresser individuellement. Et ça me rappelle ce qu'a dit un pape, même s'il n'était pas jésuite, Benoît XVI, le jour où il a été intronisé sur la place Saint-Pierre. Il a dit, j'ai rarement, mesdames et messieurs, on n'est pas là pour parler de ça, mais j'ai rarement, j'étais là comme ministre français des Affaires étrangères et je représentais le gouvernement français à cette grande cérémonie. Et j'ai rarement vu un homme politique et même une personnalité dire en 4 mots quelque chose qui a autant de sens. Dans son intronisation, il a dit « Chaque homme est nécessaire. Chaque homme est nécessaire. » Et encore une fois, j'ai rarement, dans ma longue vie politique, entendu 4 mots mis ensemble qui aient autant de sens, qui aient autant de force. On pourrait d'ailleurs dire, sans le plagier, chaque citoyen est nécessaire, quelle que soit sa couleur, son orientation sexuelle, sa race, sa religion, quel que soit l'endroit où il habite, quelle que soit sa profession, chaque citoyen est nécessaire. Et ça me conduit à 2 réflexions. L'une sur les raisons du vote d'abstention ou du vote extrême. C'est qu'il faut que les citoyens aient le sentiment que leur vote sert à quelque chose, qu'ils ont un pouvoir en votant. Et s'ils ont le sentiment que le vote n'a pas de sens, qu'ils ne perçoivent pas l'utilité de le vote, alors ça justifie, ça explique une partie de l'abstention. En 1988, il y a eu le référendum sur la Nouvelle-Calédonie, 63% d'abstention. Les élections européennes, et c'est ça qui m'inquiète, 60% d'abstention, ou parfois 61% d'abstention. Donc les gens ne voient pas l'utilité de leur vote. Et la deuxième chose, comme je le pense, chaque citoyen est nécessaire, alors il faut vivre avec son temps. Et ce temps ne peut plus être celui d'un mandat qu'on donne comme un chèque en blanc et en disant aux gens « on vous retrouvera dans 5 ans », en les laissant faire ce qu'ils veulent. Ça ne peut pas être non plus le fait de dire des choses pendant une élection et de faire le contraire ou de ne pas faire ce qu'on a dit. Ça vaut pour la réforme des retraites pour Sarkozy ou la loi dite sur le travail de François Hollande. Donc dire les choses et les faire. Et puis, puisque chaque citoyen est nécessaire, ça veut dire en tenant compte de ce qu'est la société d'aujourd'hui, ce qu'est ce besoin de s'exprimer, je pense, comme vous l'avez dit, cet intérêt profond pour la chose publique, le fait de, à condition encore une fois, le sentiment d'être utile, ça veut dire qu'il faut d'autres systèmes que ceux qu'on a aujourd'hui, d'une élection tous les 5 ans, cette démocratie collaborative ou coopérative, cette manière de consulter les gens doit être développée. Et ça, c'est le rôle du président de la République, c'est le rôle des dirigeants du pays, d'aujourd'hui et de demain, que d'organiser ce système démocratique nouveau pour consulter les gens. J'ai une idée, par exemple, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais je reste persuadé qu'elle est correcte, qu'elle peut être utile, c'est celle d'organiser dans ce pays, une fois par an, peut-être une fois tous les 2 ans, une journée nationale de consultation. Et que toutes les mairies soient ouvertes.
Alors peut-être un jour, ça se fera par Internet, quand tous les citoyens pourront voter ou s'exprimer par Internet, en étant sûr que tout le monde puisse le faire. Mais l'idée que le gouvernement puisse poser une question, et donc être obligé au débat, que la région, que le département, donc il existe, la commune, j'espère qu'elle continuera longtemps, puisse poser une question, chacun à son niveau. Ça peut être une forme de référendum, sans avoir le côté dramatique du référendum français, ou le côté banal quelquefois du référendum à la Suisse, mais l'idée qu'on consulte les gens. Notre pays, mesdames et messieurs, par rapport à d'autres pays européens que je connais bien, n'a ni la culture du dialogue social, ni la culture du débat politique. Et ça, c'est une vraie faiblesse. Et donc il faut peut-être profiter des prochaines échéances électorales pour, à tous les niveaux, donner des respirations, créer des moments de respiration et de débat public et de dialogue. Corinne a eu la charge, comme moi, d'être ministre de l'Environnement. Je suis assez fier d'avoir mis pour la première fois dans une loi française le mot de débat public. La Commission nationale du débat public a été créée en 1995 par la loi dite Barnier, entre guillemets, et ça ne fonctionne pas toujours bien, mais au moins, qu'est-ce que j'avais constaté? C'est que parce que les maîtres d'ouvrage n'ont pas la culture du débat public ni la culture du dialogue social, les grands maîtres d'ouvrage, la SNCF, EDF, faisaient passer leurs projets sans discuter, et on n'avait pas l'habitude de discuter. Puis après, il y a des gens qui se sont révoltés, qui ont dit qu'ils ont des choses à dire. Donc j'ai essayé de créer des structures qui ont été améliorées ensuite par ceux qui m'ont suivi, pour obliger les maîtres d'ouvrage à avoir un vrai débat avec les citoyens. Alors maintenant, ça, voilà, c'est une idée d'une réforme qui pourrait être introduite dans ce pays, que de créer une journée ou deux de consultation en dehors des élections. Et puis il y a d'autres réformes institutionnelles. Hein. Je pense que le cumul des mandats qui a été institué doit être respecté, doit être maintenu. Je trouve insensé dans mon propre parti politique, et d'ailleurs c'est un des choix que j'ai fait pour l'élection présidentielle, de soutenir en tout cas Bruno Le Maire, qui s'est engagé à ne pas remettre en cause ce cumul, par rapport à d'autres candidats qui sont prêts à le remettre en cause. Ce n'est pas possible qu'on continue au XXIe siècle à cumuler. Je pense qu'il faut limiter le nombre de mandats dans la durée. Je pense qu'il faut réduire le nombre de députés et de sénateurs. Ça fait partie de l'ensemble des réformes institutionnelles qui peuvent permettre une nouvelle donne politique. Mais je maintiens, en revenant finalement à ce que j'ai dit tout à l'heure, on ne réglera pas la question de la défiance ou la question de la souffrance par une réforme institutionnelle d'abord. Il faut sans doute la faire en même temps, mais la première clé, c'est que les gens aient du travail, hein, que les gens puissent être formés et travailler. Voilà. Merci beaucoup. J'en viens à ma troisième question qui reprend un peu le triptyque de notre démarche sur l'extrême droite. Écouter, comprendre, agir. Ce qui s'exprime fortement, et ça a été dit tout à l'heure, dans cette montée de l'extrême droite, c'est finalement une forme de désespérance. Une forme de désespérance. Et il faut finalement, on a le sentiment dans ce pays, une compétition sportive, une fête de la musique comme ce soir, pour se rassembler, pour se réjouir ensemble, mais en sachant chacun qu'il y a quelque chose d'éphémère là-dedans, même si organiser les Jeux Olympiques, ça peut être un beau projet, effectivement. Alors, le principal défi... Le principal défi du politique aujourd'hui, ça a été dit tout à l'heure par Dominique Potier, c'est pas quelque part de redonner de l'espoir. Moi, je voudrais prolonger cette invitation en vous demandant à chacun, justement, qu'est-ce qui vous fait rêver? C'est-à-dire que on a le sentiment que pour une génération entière, ça a été l'Europe qui a été le projet qui a galvanisé les espoirs. Aujourd'hui, à quoi ressemble cet avenir que vous cherchez par votre engagement politique à faire advenir? Peut-être commencer par Dominique Potier, pour changer. J'ai une conviction, mais ce n'est pas une conviction, pour le coup, qui naît d'un état second ou quoi que ce soit. C'est plutôt une expérience qui vient violemment du terrain. C'est qu'il y a dans ce pays une majorité
une majorité démocrate, une majorité républicaine. C'est embêtant, depuis que vous avez pris le nom, là, Peut-être qu'il y a des républicains en dehors du parti des républicains. J'étais d'ailleurs moi assez sceptique sur le nom. Premier dérapage, ça allait bien jusque-là. En tout cas, je pense profondément qu'il y a, alors on va prendre humaniste dans sa forme radicale, si on veut, on peut le prendre dans une forme radicale et pas molle. Il y a une majorité dans ce pays de générosité, ce que j'appelle moi l'esprit d'entreprise et de fraternité. Il est majoritaire. La France résiste, hein. Des décennies d'individualisme libéral, de mondialisation sans foi ni loi, d'incurie publique parfois, de sentiment d'impuissance, etc. Et malgré tout, moi je ne peux pas aller dans une école, un lycée avec des bacs plus 10 ou des bacs moins 10, enfin peu importe, sans ressentir à chaque fois ce sentiment qu'il y a une disponibilité qui n'est pas morte. Malgré tout ce qu'on pourrait dire, hein, société de consommation, télé, débile, le machin, malgré tout ça, et même dans les milieux les plus esquintés, etc., il subsiste, et ça c'est à chaque fois une émotion extraordinaire. Notre pays recèle des trésors qu'il a néanmoins transmis à ses enfants, à sa jeunesse, qui est une disponibilité. Je ne vois jamais, alors ma source d'espérance elle est là, c'est que chaque fois qu'on est au rendez-vous, qu'on trouve les mots, et qu'on se fixe un défi collectif qui est crédible, on voit des yeux s'ouvrir, on voit des oreilles s'ouvrir, etc. Enfin, on a et des mains se tendre, etc. Là, je ne vous fais pas du caté, je pense sincèrement, quand on parle clair et qu'on y met, et qu'on est cohérent avec ce qu'on dit, il se passe quelque chose. Les enseignants vous le diront, les maires de villages qui ont créé une dynamique, etc. Donc, quand la politique est au rendez-vous, quand l'éducateur est au rendez-vous, quand l'animateur est au rendez-vous, celui qui donne une âme, du sens, etc., il se passe quelque chose parce que profondément, le pays profond aspire à une société plus belle, plus humaine, etc. Et pour vivre cette société, il est prêt à relever des défis, à faire des efforts. Mais ces efforts supposent la justice. Il n'y a pas d'effort sans justice. Or, je le dis à Michel Barnier, il faut mesurer qu'aujourd'hui, partout, les gens savent qu'on détruit leurs emplois ici, en partie au prix d'esclavage contemporain au bout du monde. Qu'aujourd'hui, la fraude et l'évasion fiscale représentent l'équivalent d'un mois de salaire de nos contemporains aujourd'hui par rapport aux besoins de la puissance publique aujourd'hui. Et que ce sentiment que je ne parle pas des dépassements d'honoraires pour reprendre des choses plus triviales ou plus quotidiennes, etc. C'est-à-dire comment faire un effort collectif si il n'y a pas des limites et des règles qui expriment le juste et qui refixent du commun. Donc moi, ce qui me fait rêver, c'est de voir comment on peut refaire du commun, remettre l'homme au centre et porter une parole qui permette à nouveau de vivre des aventures collectives. Aujourd'hui, on a reçu Bernard Cazeneuve au groupe socialiste, il nous disait qu'il était terrifié par le sentiment que des ultra-minorités, ne croyant plus dans la politique, se réfugient dans la violence. Et je me faisais la réflexion que, somme toute, c'est moins dangereux, mais c'est tout aussi grave. Il y a toute une partie de nos concitoyens qui ne croient plus dans la politique et qui font du bien. Mais ils le font en dehors du champ politique. C'est-à-dire, à la rigueur, ils ne vont pas voter. Le commerce équitable, l'agriculture nouvelle, etc. C'est peu les politiques. Souvent, les politiques, ils courent après, ils essayent de mettre quelques millions d'euros, de refaire des bouts de loi et tout. Mais la société est inventive. Elle ne fabrique pas que du Front National. Elle invite des changements profonds dans la manière de bouger, dans la manière d'habiter, dans la manière de consommer, de produire, etc. Cette inventivité sociale, elle désespère néanmoins souvent du politique. Les gens ils disent, nous on entreprend, on fait, et on n'y croit plus. Et il nous manque les meilleurs. Les meilleurs qui, ne croyant plus dans la politique, certains l'exprimant par la violence, d'autres par la bénévolence et le génie de leurs aventures, démissionnent de la politique. Et le pire serait qu'il ne reste dans la politique que des personnes avides de pouvoir et de cette face sombre qu'est la politique, comme toute aventure humaine. Donc moi, l'espoir qui m'anime le plus, c'est, j'allais dire, les gamins, je veux dire les jeunes que j'accueille à la permanence,
ceux que je croise sur le territoire et qui sont en train de s'organiser dans une association de ceci, de cela. C'est ceux qu'on reçoit à Cluny tous les ans à Esprit Civique dans notre université d'été et qu'on met en contact avec la génération, pas Delors, mais Jean-Baptiste de Foucault et Jérôme Vignon, etc. Cette interface entre ceux qui ont plus de 70 ans et puis les 20 ans, c'est de leur dire, non seulement vous avez une aspiration à la générosité, non seulement vous avez une aspiration à transformer vos vies, à leur donner du sens, mais sachez que tout cela sera en partie vain si ça ne passe pas par un engagement politique. Et cet engagement politique, il est noble et la vie, notre histoire en témoigne. Vous êtes les héritiers d'une histoire où la politique a montré des capacités à fonder l'Europe, à sortir des gaspillages que nous avons connus en matière d'environnement, à fixer de nouveaux caps, etc. Donc, raconter la belle histoire, rappeler que nous sommes des héritiers d'une histoire tragique, d'une belle histoire aussi, et puis donner le goût de l'engagement politique par son propre témoignage et des réussites communes, ça me paraît être, c'est ce qui me fait rêver. On invite toujours des gens chouettes pour les vœux, pour pas que ce soit un show du député, donc plein de gens se réunissent. On a donné la parole à des jeunes de la France qui s'engagent l'année dernière, cette année plutôt, au mois de janvier. La France s'engage, c'est un truc extra qu'a fait François Hollande, c'est récompenser des gens qui sont géniaux dans différents domaines. Et sur la scène, on avait mis 3-4 expériences de jeunes qui avaient réussi dans l'humanitaire, dans l'entrepreneuriat, dans machin, etc. C'était assez génial. L'année d'avant, c'était Axel Kahn. Il y a eu Nicolas Hulot, puis il y a eu Axel Kahn. Axel Kahn, il avait dit quelque chose que tout le monde a retenu dans le territoire. Les territoires qui vont bien, c'est pas seulement ceux qui ont les plus beaux collèges, les plus belles routes ou le meilleur pouvoir d'achat. C'est les territoires qui ont une fierté collective de leur histoire et de l'expérience de la transformation du monde qu'ils ont réalisé ensemble. Et je me dis que le politique doit être le médiateur de ces réussites collectives sur un territoire. C'est ce que vous avez fait avec les Jeux Olympiques, qu'on a tous en mémoire comme une fierté collective. Et ces fiertés collectives attachées à un territoire, à une histoire, c'est ce que nous devons découvrir, une dimension nouvelle désormais. C'est que plus jamais nous ne pourrons raconter d'histoire locale ou d'histoire nationale qui ne soit reliée à une histoire du monde. Parce que le monde est entré dans la politique intérieure. Et un des défis du politique, c'est de raconter à la fois une histoire nationale ou une histoire d'un territoire en l'inscrivant dans un récit du monde, dans un récit de l'écosystème, dans le récit des souffrances du monde, de ces réfugiés, des enfants esclaves, de l'économie des ressources, de tout ce que nous dit Laudato Si et notre conscience universelle. Et voici ce qui me fait rêver, Jean. Merci Dominique. Michel Barnier. Non, mais je peux bien poursuivre ce qui vient d'être dit. D'abord, juste on peut tous tenter de dire qu'est-ce que c'est que la politique. Tous les jours, je vérifie, par exemple, alors que j'ai plus de 65 ans, que ma capacité d'enthousiasme et ma capacité d'indignation sont restées les mêmes que lorsque j'avais 22 ans, le jour de ma première élection. Et depuis ce jour-là, je pense précisément que la politique, c'est, à partir de valeurs qu'on doit avoir, c'est mieux, de convictions personnelles, du mandat qu'on vous confie, c'est-à-dire du budget qu'on vous demande de gérer pendant un certain temps, 5 ou 6 ans, des lois que vous pouvez faire. Qu'est-ce que vous faites avec tout ça? Vous devez créer du progrès collectif. Vous devez créer je ne parle pas du bonheur individuel, du bonheur personnel, ça c'est l'affaire de chacun, du progrès collectif ou du bonheur collectif. Voilà. Et ça peut se traduire, comme tu le disais, par un projet ouvert sur les autres, une fierté, des jeux. Il y a une entreprise qui fonctionne bien avec une gouvernance particulière, une échelle de salaire. Enfin, il y a plein de sujets auxquels s'applique cette idée du progrès collectif. Et je pense que c'est ça, la politique. Et quand la politique cesse de créer du progrès collectif, alors, quelque part, il ne faut pas s'étonner qu'elle soit contestée ou que les gens n'aillent plus voter ou veuillent la rejeter. Et puisque j'applique le mot de progrès, je veux dire que pour moi, depuis le début de mon engagement politique, je suis passionnément patriote. Je me suis engagé, je vous l'ai dit, derrière De Gaulle à l'époque où j'avais 14 ou 15 ans au lycée. Il était président de la République. Et j'ai été très frappé d'ailleurs par la poignée de main entre lui et Adenauer. Je suis devenu européen en même temps que gaulliste à cette époque. Et pour moi, le projet européen reste l'un des plus beaux projets politiques.
Alors c'est pas totalement paradoxal de dire en ce moment ce que je viens de vous dire. Et si vous me demandez ce à quoi j'ai envie de consacrer mon énergie dans les temps qui viennent, c'est à la base, et je vais le faire d'une manière ou d'une autre, c'est de participer ou de trouver les conditions pour que les Français retrouvent ce besoin de croire au projet européen comme un projet politique qui a tenu une partie de ses promesses, la stabilité, la démocratie, il faut être très vigilant, liberté, la paix, mais naturellement qui n'a pas tenu d'autres promesses. Je faisais juste, puisque tu parlais du récit du monde, ou je pourrais dire la pédagogie du monde, je trouve que c'est le rôle du président de la République, quel qu'il soit, c'est le rôle des ministres, des élus de faire cette pédagogie du monde, plutôt que de ne rien dire, de raser les murs, comme on le voit dans tellement de parties à propos du projet européen. La pédagogie du monde, elle est importante, le récit du monde, il est important parce que si vous voulez bien définir ce qui fait rêver, ou la politique, dans votre question, vous disiez pour l'avenir, si j'ai bien noté, si on regarde devant, pour les générations qui viennent, et c'est notre responsabilité plutôt que dans le rétroviseur, il faut regarder le monde tel qu'il est. On peut le regretter, on peut se mettre la tête dans le sable, on peut avoir de la nostalgie de l'époque précédente, mais le monde, il est là tel qu'il est. Il faut bien le regarder. J'ai souvent l'occasion de montrer ce tableau, mesdames et messieurs, qui a été fait par M. Cameron. Il y a 3 ans, quand j'étais commissaire au marché intérieur, il voulait soutenir mes efforts pour le marché intérieur. Il n'a pas fait les mêmes démonstrations pour me soutenir dans ce que je faisais sur la régulation financière, mais c'est une autre question. Et ce tableau est très intéressant, et je pense qu'il est juste, puisque c'est M. Cameron qui l'a fait. Il montre tous les 10 ans les 10 pays les plus importants du monde, en fonction de l'économie de ces pays et de la nôtre, probable. Aujourd'hui, il y a 4 pays européens dans les 10 premiers du monde. L'Allemagne, l'Angleterre, la France et l'Italie. Et tous les 10 ans, au rythme probable de l'évolution des PNB de chacun de ces pays, je rappelle que dans ce monde, parfois on nous espère encore, mais plus personne ne nous attend. Plus personne. Il y a un des 4 pays européens qui est éjecté, tous les 10 ans. Et en 2050, c'est-à-dire demain, dans le G8, les 8 premiers pays, il n'y a plus un seul pays européen. Les Allemands sont 9e, les Anglais, c'est parce que c'est eux qui ont fait le tableau, ils se sont mis 10e. Donc, moi, je n'ai pas envie que ce tableau se réunisse. Parce que derrière ce tableau, ou ce tableau, il veut dire quoi? Que nous sommes sous-traitants en 2050, que nous sommes sous influence, que notre modèle culturel, notre modèle social, notre modèle de développement, il devient sous-traitant, sous influence des Chinois, des Américains et des autres. Je n'ai pas envie qu'on soit sous-traitant et sous influence. Et pourquoi je vous montre ce tableau? C'est parce que l'avenir, c'est ce monde-là. Et donc la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on veut rester dans le tableau? Est-ce qu'on veut être acteur ou est-ce qu'on subit d'être spectateur? Et moi, l'expérience que j'ai, à la fois pour lutter contre le fléau qu'est la pauvreté, et je suis personnellement engagé avec ma femme dans l'un des plus pauvres pays du monde, qui est Haïti. On fait la démonstration de fautes qui ont été faites par la Banque mondiale ou le FMI autrefois, mais on montre aussi concrètement qu'on peut changer la donne. Je peux partir du plus petit au plus important. J'ai eu la chance pendant les 5 dernières années d'être chargé, Corinne le sait, d'être le régulateur européen. J'ai reconstruit l'architecture de régulation par rapport à la finance, comme on dit. Mesdames et messieurs, quand on sait ce que sont ces puissances financières, les volumes de transactions, les produits dérivés, on peut toujours regretter, dire que c'était mieux avant, c'est ça aujourd'hui. 600 000 milliards de dollars qui circulent dans le monde. 600 000 milliards de dollars. Personne ne sait qui achète quoi, quels sont ces produits. C'est ça qu'on est en train de réguler, qu'on doit réguler. Et c'est pas vrai qu'on peut le faire abrité derrière ce qui nous reste de frontières nationales, simplement depuis Paris. C'est pas vrai. C'est un mensonge. Il faut au moins le faire avec la force que donne ce marché unique européen. C'est pour ça que je souhaite que les Anglais restent dedans, plutôt que d'être à l'extérieur, et qu'on reste ensemble, en corrigeant tout ce qui doit l'être, en mettant moins de bureaucratie, plus de démocratie. Il y a plein de choses à changer. Mais si nous cédions aux sirènes de ceux qui plaident pour le repli national, voire le repli nationaliste, chacun pour soi, on est foutu. On est foutu. Dans le monde d'aujourd'hui, on est foutu pour relever le défi du changement climatique, on est foutu pour résister à la finance,
On est foutu pour résister au terrorisme et à l'islamisme politique et radical. Donc il faut être ensemble. Et mon rêve ou mon projet, il est que la République française, mon pays, tienne sa place, retrouve son rôle dans ce projet européen avec les changements qu'il faut faire. Voilà ce que je peux dire sur ce sujet. Merci beaucoup. Corinne Lepage. Je partage complètement ce que Michel vient de dire sur l'Europe. Je suis une Européenne convaincue. Je peux dire ici qu'il a fait comme commissaire un travail extraordinaire que j'ai pu apprécier puisque j'étais députée européenne et pas du même groupe, donc je suis d'autant plus libre pour le dire. Donc comme il l'a dit brillamment, je vais dire autre chose parce que sinon c'est pas drôle. Moi, mon espérance, et je suis comme Michel, j'ai 65 ans. Et mon enthousiasme et ma colère sont identiques à ceux qui étaient quand j'avais 18 ans. C'est pareil. L'injustice me met toujours en temps en rage. Mon enthousiasme pour des actions, pour des gens, est toujours intact. Et moi, mon rêve, c'est généraliser le film demain. Voilà. Je suis convaincue depuis très longtemps qu'il ne peut pas y avoir d'économie sans écologie, qu'il ne peut pas y avoir d'écologie sans économie. Ça fait 10 ou 15 ans que je pense ça. Et je voudrais modestement contribuer, dans le temps qui me reste, à faire en sorte que les multiples succès qu'il y a en France. Je ne me tiens qu'à la France parce que vous avez autre chose, la même chose dans les autres pays, même parfois encore mieux et plus vite. Mais qui sont des micro-réussites, deviennent la norme dominante. C'est-à-dire que toutes ces réussites qu'on voit au niveau notamment des écosystèmes territoriaux, entre des collectivités territoriales, des entreprises et les citoyens qui viennent financer par des tas de systèmes qui se mettent en place aujourd'hui, ces réussites, eh bien, que cela devienne quelque chose de généralisé. Et cela me conduit à une réflexion sur effectivement le politique. J'ai entendu dans la bouche de Michel comme de Dominique l'expression que, en définitive, le politique, c'était ce qui devait faire commun, sens commun. Et définition du commun et du progrès commun. Moi, ce que je constate depuis une dizaine d'années, c'est que ce qui fait le plus sens, ce qui fait le plus commun, c'est ce qui est fait par nos concitoyens. Ce n'est pas ce que les politiques ont été fichus capables de faire. Et donc, je pense en particulier aux jeunes. Quand on discute avec les jeunes et qu'ils vous disent « ben moi, non, je ne fais pas de politique, madame, mais je fais telle association, j'ai mis en place tel réseau, je fais de la maraude pour aider les gens le soir, etc. » Ben, ils font de la politique, bien entendu, mais ils le font de manière différente. Et je pense qu'on parle beaucoup de transition économique, de transition écologique. Moi, il y a un terme que j'aime bien, c'est la transition démocratique. Je pense qu'on est rentré dans une autre manière d'appréhender le monde et d'exercer ces rapports entre société et État dont je parlais tout à l'heure. Alors, il y a des aspects négatifs à tout ça parce qu'on est dans la recherche, on ne sait pas bien comment il faut faire, c'est complètement nouveau, donc on cherche, on expérimente. Mais je crois, c'est mon espérance à moi, que ce que progressivement on arrive à faire dans la société, dans cette économie sociale et solidaire dont vous parliez, dont ce nouveau concept d'économie commerciale à utilité sociale, enfin, on invente des choses qu'on n'aurait pas imaginées il y a quelques années, eh bien, on soit en capacité de transformer l'essai dans le monde politique. Et je pense précisément que ça permet cette jonction entre le faire du citoyen et une vision, de s'inscrire dans une vision à long terme qui devrait être le vrai boulot du politique. Ce n'est pas d'être un gestionnaire, c'est de voir et d'aider les gens à y aller. Voilà. Donc mon espérance, elle est là. Et je dirais que quelquefois je me dis qu'on a singulièrement intérêt à réussir ça,
Parce que si on n'y parvient pas, ça va aller très mal. Parce que non seulement, effectivement, comme le disait Michel, sur un plan géostratégique, on va compter pour rien du tout, mais on va se retrouver en face de problèmes dans tous les domaines que nous ne pourrons pas gérer. Parce que la déferlante que nous avons devant nous est tellement immense, ces affaires de climat finalement et de transformation du monde naturel dans lequel nous vivons, c'est tellement colossal ce qui est en train de nous arriver dessus que si on n'arrive pas effectivement à nous transformer très vite, on ne saura pas faire face. Voilà, alors je suis peut-être très pessimiste en disant ça, mais je ne le suis pas puisque je porte en moi l'espérance que l'humanité saura trouver la solution. Merci beaucoup Corinne Lepage. Alors on va écouter, j'ai vu qu'il y avait énormément de questions qui étaient remontées, probablement qu'il y aura un peu de frustration parce que ce sera difficile de toutes les faire remonter, mais je donne la parole à Lucille. Alors, je vais commencer par poser une première question qui en recoupe deux. On a entendu le mot espoir, le mot espérance. Pour beaucoup d'électeurs aujourd'hui, c'est Marine Le Pen qui représente cette espérance. Avec Marine, ça va tout changer. C'est ça qu'on entend. Comment est-ce qu'on peut entendre cet espoir immense qui vient du Front National et comment est-ce qu'on peut entrer en dialogue avec les électeurs du Front National ? Tu peux peut-être en faire plusieurs parce que je pense qu'on aura... Une autre interrogation. 3-4 questions, oui. Ouais. Pour reprendre les mots exacts, vous êtes sur la scène politique depuis 20, 30, 40 ans. Quand vous avez commencé, le FN était à 5%. Est-ce que vous accepterez de reconnaître que c'est vous qui avez failli ? Et si c'est vous qui avez failli, quelles sont les dimensions de la conversion de l'homme politique à laquelle Dominique Potier faisait allusion. On a aussi des questions sur les médias. Quel regard portez-vous sur les médias ? Quelle est la part de responsabilité des médias dans l'abstention, l'éloignement des citoyens de la politique et aussi quel rôle en fait ces médias peuvent avoir pour contribuer à donner une vision positive du politique, une dimension qui permet d'imaginer un futur. Une dernière. Alors oui, un point qui n'a pas été évoqué dans les échanges, la montée du Front National est souvent présentée comme la volonté d'un repli national, de réaffirmer une souveraineté nationale par, entre autres, la sortie de l'Union européenne, mais aussi ce qui ressort à l'intérieur de ce repli, c'est la crainte de l'étranger, la peur, l'exclusion de l'autre. Comment est-ce que vous percevez ce repli national et quelles sont vos propositions voilà, sur ce point? Merci, je pense qu'on a déjà assez de questions pour une autre conférence. Il nous reste à peu près un quart d'heure. Je propose que vous prétendiez pas répondre à toutes les questions. Peut-être d'abord Dominique Potier sur les dimensions de la conversion, puisque c'était une référence directe à ce que vous aviez avancé. Cette dimension de la conversion, pour moi, elle passe par une fidélité à un milieu d'origine, à un milieu populaire. Ça suppose une certaine sobriété dans l'exercice du pouvoir, un refus des mondanités, refus du cumul des mandats que j'ai mis en œuvre tout de suite, et peut-être aussi une promesse de non-cumul dans le temps. Donc voilà, moi je ne suis pas venu en politique très tôt, j'y suis venu après une expérience de militant, de paysan, de personnes engagées dans l'économie de son territoire, d'entreprise, de vie associative, et j'ai donc une aspiration, enfin
j'essaie d'avoir en permanence cette idée que c'est un mandat temporaire et qu'il faut l'exercer avec sobriété. Voilà. Et puis ça se fixer des limites éthiques par rapport au compromis qu'on fait avec sa majorité. Je suis plutôt discipliné, même si je ne partage pas la politique actuelle du gouvernement. J'ai des règles de discipline, mais elles supposent que, néanmoins des limites. Il y a 2-3 points de limite qui pourraient me faire exprimer de façon forte mon désaccord. Je l'ai déjà fait sur des sujets éthiques, bioéthiques, et je pourrais le faire sur des sujets macroéconomiques ou de justice sociale demain. J'attends de voir comment ça va se passer. Mais, donc voilà, c'est ne pas être, c'est s'affranchir des mondanités, du poignon, du pouvoir. C'est pas simple, on le sait tous. Moi, quand j'ai arrêté mon cumul de mandats, j'en ai pleuré. Donc c'est la loi qui m'a aidé à le faire. Donc il y avait un désir, puis après il y a une loi, quoi. Hein, j'ai choisi, mais j'en ai voulu à celle qui m'a succédé. C'était stupéfiant. Et pourtant je l'avais choisi, etc. Bon, donc on sait que c'est déchirant. C'est comme arrêter la vie politique à un moment donné parce qu'une génération vient, etc. Tout ça, c'est difficile. Mais donc, si on n'a pas... C'est pour ça que j'évoquais la dimension spirituelle. Elle est fondamentale. C'est qu'il y a une vie à côté, il y a une vie ailleurs. Et on ne doit jamais agir solo. On doit au maximum travailler dans une communauté de codécision ou de réflexion collective. Voilà, quand on parle d'une conversion, c'est de ça qu'il s'agit. J'en vois tellement qui sont brillants, mais tellement imbus d'eux-mêmes, du pouvoir et prisonniers des avantages et des privilèges de la fonction qu'ils sont prisonniers. Donc j'essaie de rester un homme libre par rapport à l'honneur qui nous est fait de servir à un moment donné notre pays. Voilà. Moi, cette conversion, elle vient aussi des plus... Je n'ai pas changé de mode de vie, hein, donc je vis en face. Je n'ai pas besoin de lire Bourdieu pour voir la misère du monde. C'est de l'autre côté de la rue. Et puis j'ai eu la chance d'avoir... ça, je disais, un clin d'œil à Michel. On a Edgar Pisani dans notre panthéon commun, mais la phrase de Benoît XVI, elle fait écho à celle de Georges Guérin, fondateur de la JOC. Il est né à 7 km de là où nous habitons. Et Georges Guérin disait que la vie d'un jeune travailleur vaut plus que tout l'or du monde. On organise en ce moment même une rencontre autour de cette fondation capitale de l'éducation populaire, version JOC, qui a marqué une génération de responsables. Et faire mémoire de ça pour se dire qu'est-ce qui va permettre aux invisibles d'aujourd'hui, qui étaient les ouvriers du début du XXe siècle, hein, que Guérin a mis en route et formé, organisé, etc., à qui il a rendu une dignité, un sens de la lutte, etc. Je me dis, quels sont les invisibles d'aujourd'hui, ceux de Ranzan-Vallon que Ranzan-Vallon nous révèle, et comment aujourd'hui avoir une action citoyenne avec eux. Voilà, ça c'est ma conversion, elle est là. C'est faire de la politique en arrachant des réussites personnelles, c'est pas très intéressant. Ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on peut refonder une éducation politique par l'éducation populaire, par la par tout ça, quoi. Michel Barnier, comment on fait pour entrer en dialogue avec ceux qui pensent qu'avec Marine, tout va changer ? Est-ce qu'il faut reconnaître que l'on a failli ? Je vous renvoie la question. Naturellement, il n'y aura jamais de complaisance et les choses seront toujours sans ambiguïté de la moindre approbation, la moindre sympathie pour les idées que porte le Front National. Mais ayant dit cela clairement, il faut évidemment parler aux citoyens qui votent pour le Front National. Et je me permets de dire qu'ils ne viennent pas tous de la droite. Hein. Il y en a beaucoup qui viennent du Parti communiste, qui viennent du Parti socialiste, des Républicains, de l'ex-UMP. Donc il faut prendre ces électeurs au sérieux et les respecter. Hein, je veux dire, et pour moi, par rapport à un discours simplificateur qui utilise la peur des autres, comme l'une des questions le disait, qui porte beaucoup de démagogie. Vos idées sont les miennes. Je rappelais de ça tout à l'heure. La réponse, c'est le débat démocratique. Hein. C'est le débat. C'est l'écoute des gens. J'ai passé beaucoup de temps, d'ailleurs, à écouter, il y en a sûrement parmi vous, d'ailleurs, des gens qui ont voté non au référendum de 2005. Hein. Donc, parce que j'ai été touché par ce référendum, j'ai été ministre des Affaires étrangères, donc j'ai passé beaucoup de temps et je me suis abstenu, même si j'en avais envie, de dire ils ont tort. Non, le peuple a rarement tort. Hein. Il a même souvent raison, le peuple est intelligent. Donc il y avait des fautes
Il y avait et donc, si le Front National est aussi fort, c'est que les autres sont faibles, qu'ils ont commis des erreurs. Donc oui, alors ça. Mais c'est De Gaulle qui disait il faut combattre la démagogie par la démocratie. Donc voilà, la démocratie. Alors maintenant, quelle forme elle a, la démocratie? Comme le disait Corinne, Dominique, il faut que ça change. Et j'espère qu'un peu mieux qu'on l'a fait dans les 15 ou 20 dernières années, on va trouver un système, peut-être une partie de décentralisation, Internet, des lois cadres plutôt que des lois qui figent les choses et qui sont tatillonnes, qui permettent l'éclosion de tout ce qui est potentiellement dans le pays, une source d'espérance. Moi aussi, j'étais très frappé. Je l'ai vu l'autre jour avec Yann Arthus Bertrand, ce film Demain. Bon, et je suis sûr que d'ailleurs, ils ont montré qu'un certain nombre de choses remarquables, mais il y en a plein d'autres. Oui. Il faut que la politique, et que ceux qui la font, au niveau de l'État, au niveau plus haut niveau trouvent des manières de permettre à ces initiatives d'éclore. Hein. C'est ça qui redonnera du sens. Parce qu'il faut naturellement un cadre. N'importe qui ne peut pas faire n'importe quoi. Parce que sa propre liberté s'arrête où commence celle des autres. Donc il faut un cadre, il faut des lois. Mais il faut que ces lois soient plus participatives. Il faut que ces lois ne bloquent pas. Il faut qu'elles permettent l'expression. Ça, c'est un point très important. Voilà. Et je pense qu'Internet aussi donne à cette démocratie-là une nouvelle chance. Voilà. Pour parler des médias. Corinne Lepage, justement sur cette question des médias, quelle est la part de responsabilité des médias dans la montée de l'extrême droite et peut-être comment combattre cette tentation du repli qui s'exprime? Alors, c'est très, très à la mode d'attaquer les médias. Il y a beaucoup de choses à dire, hein, effectivement. Mais je pense qu'on ne peut pas non plus tout leur imputer. C'est toujours la même chose. Essayer d'être juste dans les critiques que l'on fait. Bon, on dit souvent que les médias, à l'égard des politiques, ils lèchent, ils lâchent, ils lynchent. Ce n'est pas une formule qui m'appartient, hein, je ne fais que la rappeler. J'ai le sentiment que pour le Front National, c'est le contraire qui s'est passé. On l'a lynché, on n'a pas lâché, mais ensuite on a léché. Parce que quand vous voyez quand même que le champion toute catégorie, que le Front National s'est retrouvé champion de toute catégorie des matinales pendant 1 an. Hein, le premier c'était Philippot, je crois, et le deuxième Marine Le Pen ou vice-versa. Par rapport à tous les autres, il y a quand même un souci. C'est-à-dire qu'après avoir été dans une politique on n'invite pas, on est passé à une politique ils sont là tout le temps. Donc je pense qu'il y a un juste milieu à avoir. Deuxièmement, ce que je vais dire rejoint ce que vient de dire Michel sur la démocratie, le débat. Moi, ce qui me frappe, c'est que sur certaines thématiques, je pense par exemple à la question de la probité, on est dans l'irrationnel. C'est-à-dire qu'on reproche au Front National à peu près la même chose que ce qu'on reproche à d'autres, sauf que les électeurs du Front National s'en fichent éperdument. Ça ne change strictement rien. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la rationalité. On est dans autre chose. Qui est cet espoir que, d'abord, se dire c'est pas vrai, c'est le système qui, etc. Et puis, une fois passé cela, c'est de toute façon, c'est l'espérance, c'est le renouveau. Donc je pense que ça renvoie aussi pour les politiques à un besoin de renouveau. Je le dis d'autant plus que je ne suis pas un perdreau de l'année. Je pense qu'on est un pays dans lequel on ne donne pas suffisamment la place, en particulier aux jeunes. C'est quand même un problème que ce soit Marion Maréchal Le Pen qui soit la plus jeune des députés. Je crois que c'est elle la plus jeune des députés. Oui, j'entends bien, mais c'est c'est une jeune femme. Je veux dire que ça dénote par rapport à l'ambiance générale, disons, pour dire les choses gentiment. On a un besoin de renouveau et c'est pas qu'une question d'idées, c'est aussi une question de tête. Je veux dire, on a besoin d'un renouveau. Et que si les électeurs avaient le sentiment du renouveau ailleurs, peut-être aussi que cela contribuerait à ce qu'ils attendent moins et que soient plus audibles les critiques qui sont faites au Front National. Alors ensuite, la tentative de repliement.
Oui, on est en plein dans l'apport de l'autre. On a envie de relire Hannah Arendt, de reprendre ses propositions, de comprendre ses analyses. Moi, je crois que alors vous allez me dire que je prêche pour ma paroisse, si j'ose dire ici une telle phrase, mais j'ai le sentiment quand même que toutes les questions liées de près ou de loin à l'écologie, c'est-à-dire à ce qui fait que, où que nous soyons, nous sommes tous des terriens, c'est-à-dire des hommes et des femmes appartenant à une planète qui s'appelle la Terre et soumis au même problème global, devrait être quelque chose qui permet de voir différemment cette question du rapport à l'autre. Certes, on a des nationalités, on a des cultures, on a des niveaux de vie qui ne sont pas les mêmes, mais quand vous êtes en face d'un phénomène naturel, vous êtes en face d'un phénomène naturel. Ah, vous voulez me dire, si vous êtes américain et que vous êtes soumis à Katrina, c'est pas la même chose si vous êtes riche ou si vous êtes pauvre. Ça, c'est vrai. Mais au niveau du principe, quand vous êtes en face d'une avalanche, quand vous êtes en face d'une inondation, quand vous êtes en face d'une catastrophe naturelle, on est tous confrontés au même problème. Or, c'est ça qui est en train de nous arriver dessus. Et je pense donc que chaque fois qu'on peut rappeler qu'on a des problèmes globaux à régler ensemble, alors de manière juste, bien entendu, c'est une occasion de regarder l'autre différemment et de le regarder comme un autre soi-même, et pas comme l'autre, avec un A majuscule. Et c'est pour ça que je travaille beaucoup sur cette affaire de déclaration des droits de l'humanité, parce qu'il me semble que c'est un moyen de dépasser, précisément, cette critique, ce repli, cette tentative de repliement sur soi. Et puis je dirais que quand on est européen, comme je le suis, je l'ai dit tout à l'heure, le repliement de la France sur elle-même n'a strictement aucun sens. Merci beaucoup Corinne Lepage. Comme l'heure tourne et qu'on vous avait annoncé qu'on tiendrait les horaires, je voudrais remercier, alors déjà m'excuser vis-à-vis de ceux qui ont posé des questions qui n'ont pas été posées. J'ai préféré ne pas interrompre nos invités parce qu'ils ont fait preuve d'une authenticité très forte. Je voudrais les remercier pour ça, pour parler en vérité. On nous a dit au départ. Ils nous ont fait partager quelque chose de leur enthousiasme, de leur foi, j'oserais dire, dans la politique, dans sa capacité à transformer le monde. Alors, on vous a annoncé aussi une petite surprise en clôture de cette conférence débat. En cette fête de la musique, nous avons invité un musicien dont il fut question au début de ce débat, pour ceux qui étaient présents. Donc j'invite Gilles Roucaute à nous rejoindre. Et puis, avant... voilà. Merci Gilles. Et avant de lui laisser le micro, merci beaucoup d'être venu bénévolement avec nous. Alors je lis juste, il a sorti 2 albums, en tout cas 2 que je connaisse, Conforme et puis Avant-Scène. Sur la pochette du CD, il est indiqué « Ce CD ne contient aucun dispositif anti-copie. Offrez-le, prêtez-le, copiez-le pour le faire vivre. Achetez-le pour nous faire vivre. » Voilà. Et avant de lui passer la guitare qu'il a déjà saisie, je laisse un mot à Lucille. Juste pour dire qu'il a été beaucoup question du film Demain, ce film qui est aussi un vecteur d'espérance. Ce film, il a été possible grâce à un financement participatif qui a mobilisé 10 000 donateurs qui ont permis la production de ce film. Moi, j'étais très heureux, très fier d'y avoir contribué à ma petite échelle. Et donc,
c'est sur un projet comme ça qu'on vous invite aussi à contribuer, parce que cette revue projet qu'on veut produire autour de l'extrême droite, écouter, comprendre, agir, c'est une diffusion large qu'on veut obtenir, puisque la Croix, ça a été dit tout à l'heure, va le diffuser à près de 100 000 exemplaires. Mais ça ne sera possible qu'avec votre concours. Lucille, un mot de la fin là-dessus ? Ouais. Donc oui, on est maintenant, j'espère, à un peu plus de 3300. J'ai pas re-regardé. 33 000. À 3 000. 33 000, pardon. 33 000, c'est mieux. 3 000, ça fait un moment qu'on l'a dépassé. Et donc, on espère vraiment arriver à 40 000. On a encore 2 jours. Et voilà, si vous croyez en cette opération, soutenez-nous, parlez-en autour de vous. Et nous, on pense en tout cas qu'il y a d'autres voies que l'extrême droite. Et c'est pour ça qu'on a envie de rassembler autour de ce thème. Alors, sachant que c'est possible, vous serez conviés à l'issue à un apéro. À la sortie, il y a aussi des ordinateurs, des urnes, etc., si vous voulez participer. En attendant, je voudrais vous inviter, avant d'entendre Gilles Rocotte, à applaudir chaleureusement nos 3 invités. Gilles, la parole est à toi. Une dernière chanson pour la route, un petit conte d'après Noël.
Merci de nous avoir fait partager ce moment de fête de la musique. Donc vous êtes tous les bienvenus pour partager un apéro derrière. Voilà, merci à vous tous.